Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les simulations électromagnétiques pour des connecteurs. Christophe, tu peux me confirmer que mon micro tout fonctionne bien? Oui. Euh, donc, juste commencer tranquillement la présentation. Euh, Cette présentation utilise Team Live Event. Donc, vous noterez qu'il y a un petit délai d'environ une vingtaine de secondes entre le direct et dans le fond la présentation que vous entendez. Donc, ce qui permet dans le fond de réécouter, pour faire des pauses durant la présentation. Donc, les éléments importants au niveau de l'interface, vous avez le curseur ici qui vous permet dans le fond de naviguer dans la présentation durant l'événement. Vous avez le mode plein écran et les questions et réponses, dans le fond, qui est l'élément le plus important. Donc, je vous invite à poser des questions tout au long de la présentation. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, cette présentation vous est présentée par CADFEM. Notre slogan, c'est « La simulation est plus qu'un logiciel », parce qu'en fait, c'est vrai. Donc, pour nous, la simulation est bien plus qu'un logiciel, c'est un ensemble de services et de savoir-faire qu'on peut offrir à nos clients. Donc, CADFEM, c'est quoi? C'est un groupe partenaire d'ANSYS, spécialiste de la simulation en éléments finis, depuis 1985, avec plus de 500 employés dans le monde, avec des spécialistes francophones en France, en Suisse et en Tunisie. C'est une entreprise familiale localisée, basée en Allemagne. C'est également ANSYS est les channel partners depuis de nombreuses années. Donc, chez CADFEM, on offre les produits ANSYS, bien sûr, et des solutions complémentaires de cœur requis. On offre du matériel optimisé pour la CAO, les analyses en éléments finis. On offre également des services de simulation à la demande, de matériel à la demande, et on offre également des modules spécifiques pour la simulation développés chez CADFEM. Donc, quand on dit que la simulation est plus que logiciel chez nous, c'est également des formations, du consulting. Donc, quand vous vous introduisez au produit N6, on est là pour vous supporter. On peut faire des projets avec vous. Et également, vous avez un support technique qui est toujours à votre service, un support technique francophone. Donc, si vous êtes soit localisé en Suisse ou en France, vous avez les deux moyens de nous contacter ici. Je vois que mon pointeur est disparu. Et voilà. Donc, mon nom est Francis Gagnon-Moisan. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette présentation sur la simulation de champs électromagnétiques pour des connecteurs. Donc, aujourd'hui, on va couvrir un large panel de sujets. Donc, on va traiter la simulation pour les champs électromagnétiques pour des connecteurs. On va s'intéresser à l'intégrité de signal, à l'étude des paramètres S pour les connecteurs, aux analyses TDR et BER. Donc, Time Domain Reflectometry et Bitrate Error Rate. On va également regarder s'intéresser aux analyses d'interférence et de compatibilité électromagnétique. On va traiter un peu des sujets d'intégrité mécanique. Donc, quand on parle d'intégrité mécanique, c'est quoi? C'est l'intégrité thermique et l'intégrité structurelle des connecteurs. Donc, au niveau thermique, on va s'intéresser à la dissipation de chaleur, à l'influence de la température que peut avoir la température sur les designs. Au niveau de la structure, on va regarder les contacts, l'impact des chocs, des vibrations et sur le design. Également, en dernier point, on va traiter de l'optimisation.
donc des études paramétriques qui vont nous permettre de développer des analyses afin de trouver les meilleurs paramètres pour vos connecteurs. Ou, bon, ici, on s'est sûr s'intéresse aux connecteurs, mais il sera toujours possible de faire ces analyses-là avec d'autres types de concepts. Donc, pour commencer la présentation, peut-être un peu une introduction sur HFSS, donc qui est le logiciel de prédilection ici pour l'étude des champs électromagnétiques sur les connecteurs. Donc, des connecteurs, on va s'intéresser à des phénomènes qu'on dit de haute fréquence. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le logiciel HFSS, qui est dans le fond le logiciel dédié chez ANSYS pour faire des analyses de ce type. HFSS est un acronyme qui tient pour High Frequency Structure Simulator, donc qui est un outil généraliste pour faire des analyses d'ondes complètes en 3D au niveau électromagnétique, pour faire des études de design et donc pour faire des simulations sur les antennes, non seulement des connecteurs, des antennes, des connecteurs, des chips, des packages, des PCB, des cavités résonantes, des cavités micro-ondes, etc. Donc, il y a énormément de possibilités qu'HFSS offre. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux connecteurs parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même assez intéressant. Mais ici, c'est dans la première slide, c'est un peu vous allécher un peu sur toutes les possibilités que ce logiciel offre. Donc, comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui est rempli d'objets connectés. Donc, ça veut dire des objets qui ont des antennes, qui vont émettre des champs électromagnétiques et qui ont besoin de répondre à certaines normes de compatibilité électromagnétique. Donc, ces objets-là ont besoin, dans le fond, d'être conçus, designés proprement pour pouvoir être intégrés dans un environnement moderne comme une maison de nos jours. Juste pour vous donner une idée, donc on a un micro-ondes aujourd'hui qui émet quand même des ondes simplement à cause du principe de base, mais ces micro-ondes peuvent être également connectés à la domotique à votre Internet. Vous avez des routeurs qui génèrent votre source d'Internet. Vous avez des imprimantes, des outils de jeu, même le thermostat ou les lumières sont maintenant connectées. Donc, ça devient extrêmement important de bien planifier tout ça, designer tous ces objets. Les antennes deviennent de plus en plus compliquées. Donc, avec la 5G, on travaille de plus en plus à haute fréquence. Donc, on a des antennes de plus en plus petites qui sont placées un peu partout dans notre environnement. Donc, on a besoin également de faire des analyses, par exemple, d'effets sur le corps humain. Donc, ici, on a un exemple aussi des calculs des SAR, donc du taux d'absorption des ondes par le corps humain, par exemple. Et faire du placement également, donc faire des études de placement d'antennes, par exemple, dans des villes, essayer de voir où sont les localisations optimales. C'est toutes les idées ici, c'est un peu général, vous avez vu, pour vous allécher sur les possibilités qu'offre HFSS. Donc, qu'est-ce qu'on sort d'HFSS? Quels sont les types de paramètres qu'on va étudier? Donc, non seulement, donc, on est capable, les paramètres de base d'HFSS, c'est les paramètres S, Y, Z. Donc, tout ce qui est transmission, réflexion entre deux parts, par exemple. Donc, évaluer les performances à différentes fréquences. On va être capable d'étudier les champs électromagnétiques émis par un objet, comme les champs électriques, les champs magnétiques. On va être capable de faire une carte de courant ou le vecteur de pointing, par exemple. Et donc, ça, c'est les unités de base qu'on va être capable d'extraire. Et bien sûr, il y a des outils à l'intérieur qui vous permettent de créer vos propres unités pour faire vos propres calculs ensuite. On va être capable d'évaluer les pertes au niveau des conducteurs et des substrats. On va être capable également d'évaluer les champs émis par des antennes et l'efficacité d'une antenne. Donc, ça peut être très intéressant. On va pouvoir faire également des études du champ distant pour évaluer les différents patterns d'une antenne, évaluer le gain d'une antenne. Donc, ici, encore très important au niveau, tout simplement pour les antennes. Également, on va être capable d'évaluer la charge thermique et de faire dans le but de faire des études multiphysiques
ici. Donc, c'est vraiment un produit qui est orienté pour l'industrie, pour créer des objets qui sont prêts à être manufacturés. Encore quelques exemples, parce que je pense que je trouve ça intéressant ici de vous donner encore plus d'exemples sur les possibilités de ce logiciel. Donc, on va être capable de faire des analyses de signal, d'intégrité de signal, d'intégrité de puissance. Donc, on va toucher aujourd'hui un peu, là, justement, à l'intégrité de signal. Faire des études dans le cadre des autos autonomes. Donc, ici, on a des analyses radar. Donc, comment les autos peuvent détecter différents objets dans un environnement. Faire des analyses ici au niveau de cavité résonante grande. Faire des études également ici avec différentes antennes placées dans les avions. Parce que, bon, si vous avez eu la chance de prendre un avion récemment, bon, vous réalisez que de plus en plus, il y a non seulement vous avez Internet qui est disponible à l'intérieur de ces objets-là, donc il faut pouvoir étudier un peu où on peut placer les antennes. C'est quand même assez critique, comme vous l'imaginez bien. Faire des études de biocompatibilité de ces objets connectés. Ici, on a un smartphone, mais c'est clair que ça s'applique à tous les objets connectés ici. Et faire du placement d'antenne également. On va étudier le pattern, donc la forme du champ émis par une antenne en fonction de son placement sur des objets métalliques, par exemple, comme une structure d'une voiture. Donc ici, c'est tous les exemples ici, je pense, des capacités d'HFSS. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui, qui est vraiment l'étude des connecteurs. Donc, c'est quoi des connecteurs? Donc, des connecteurs, tout d'abord, pour introduire des connecteurs, il faut que je traite un peu de la transmission du signal. Donc, ce qu'on fait souvent pour faire la transmission du signal, on a des câbles qui permettent de transférer de l'information à l'aide de courant ou de voltage. Le signal qui va être transmis va se propager à la vitesse de la lumière, bien sûr, et l'onde qui se propage sur la ligne de transmission est guidée par ces câbles-là. Donc, des connecteurs, dans le fond, c'est des jonctions sur ces lignes de transmission. Mais peuvent être également vus comme des imperfections sur ces lignes de transmission. Donc, souvent, on n'a pas le choix parce que pour relier deux liens, on a besoin de connecteurs pour relier deux systèmes entre eux. Mais ces connexions, ben, ils sont imparfaites. Nécessairement, vous allez avoir des caractéristiques ici à gérer. Vous allez avoir des caractéristiques comme l'impédance, des lignes qui vont varier, ce qui va faire des imperfections qui vont mener à des réflexions au niveau du signal, à de la diaphonie entre les différentes lignes. Et quand vous avez des réflexions, quand vous avez un changement d'impédance, ben, vous allez avoir des ondes qui sont générées. Donc, vous allez avoir des problèmes de compatibilité électromagnétique, par exemple, au niveau des connecteurs, qui doit être géré par les constructeurs de ces connecteurs. Donc, comme on travaille de plus en plus à haute fréquence, avec des débits de données qui sont de plus en plus élevés, ben, on a de plus en plus de préoccupations au niveau de justement de la diffraction qui peut apparaître ici au niveau de ces connecteurs-là. Donc, afin d'avoir de bonnes transmissions de signaux, ben, il faut développer des designs qui évitent ce type de problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de problème-là? Bon, on peut faire des mesures en laboratoire, mais bien sûr, ici, moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous convaincre que la simulation, c'est l'outil de prédilection pour faire ce type d'analyse. Bon, la raison tout simplement, c'est qu'on peut facilement valider la qualité de signal afin de faire des analyses d'électrocompatibilité, par exemple. On est capable de faire des études rapidement pour évaluer les forces et les faiblesses d'un design en particulier. On va être capable surtout, comparativement aux analyses en laboratoire, d'optimiser un design en respect de sa qualité de signal et de la compatibilité électromagnétique. Donc ici, ça c'est vraiment en fait, je pense, la force de la simulation. Non seulement on va être capable d'évaluer la qualité de design, mais on va être capable de pousser ça beaucoup plus loin
afin de trouver quel est le design optimal si on ne l'a pas déjà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment le gros plus-value de la simulation. Et tout ça, en fait, beaucoup plus rapidement que de faire des études en laboratoire. Donc, pour faire des simulations, on va tout simplement avoir besoin de quelques conditions limites. Donc, définir des conditions de radiation, par exemple, quel type de surface conductrice on a, et on va utiliser des conditions de symétrie, par exemple, et définir ensuite quel type d'excitation on a. Donc, c'est des settings assez simples au niveau de la simulation. Donc, on n'a pas des heures à passer ici au niveau de la conception. Et ensuite, on va pouvoir étudier, par exemple, dans le domaine fréquentiel, les paramètres S, étudier, voir comment les ondes incidentes peuvent être réfléchies ou transmises. Comment les signaux sont transférés d'un port à l'autre. Donc, à chaque port, on va être capable de voir les signaux qui rentrent et qui sortent. Donc, dans le fond, c'est un peu ça l'étude des paramètres S. Donc, ces caractéristiques-là sont données par la matrice des paramètres S, qui est dans le fond les signaux qui rentrent, la transmission, les signaux qui sont réfléchis à la sortie. Donc, et tout ça, on va être capable d'évaluer les différents paramètres S de cette matrice-là. Donc, la matrice S1, S2, S1, S2. Donc, on va être capable de sortir tout ça et d'évaluer pour chaque fréquence, très précisément ici, dans le fond, cette matrice-là. Donc, c'est extrêmement précis, extrêmement rapide. Et non seulement on est capable de faire des études dans le domaine fréquentiel, mais on est capable également de faire des études dans le domaine temporel avec des études de réflectrométrie, donc TDR ici. Donc, où on va pouvoir étudier, par exemple, des variations au niveau de l'impédance ou de diaphonie, quand on a le signal qui passe d'une trace à l'autre. Donc, ici, dans les deux cas. Donc, ici, dans le premier cas, on a le connecteur. Donc, évidemment, quand on a un connecteur, il va y avoir des variations d'impédance au niveau de la ligne, ce qui va induire des réflexions au niveau du signal et au niveau de la diaphonie. Bon, donc, on a des traces qui sont très rapprochées l'une de l'autre. On peut avoir un signal qui est induit sur des traces voisines. Donc, tout ça, donc ici, dans le domaine temporel. Donc, on a un axe ici, l'axe du temps en fonction du voltage ici. Donc, on va être capable de voir ici les signaux qui sont réfléchis et les signaux qui sont induits par, par d'autres signaux sur des traces voisines, par exemple. Donc, c'est des analyses qui sont très complètes. Un autre exemple ici, au niveau d'une analyse TDR, au niveau de variation d'impédance. Donc, encore un connecteur avec différentes impédances ici, à différentes localisations du connecteur. Et on peut voir ici donc notre onde qui arrive et qui est réfléchie à différents points dans notre connecteur à cause de la variation d'impédance. Et on peut très bien voir ici, dans le fond, sur notre diagramme TDR, où exactement ces points apparaissent au niveau du signal, de la propagation du signal. Donc, un autre type d'analyse qui va être intéressante ici d'effectuer, c'est des analyses dites d'intégrité du signal. Donc, comme vous avez vu, là, quand on a des connecteurs, on va avoir des discontinuités quand même assez importantes au niveau des traces, au niveau du chemin que va parcourir le signal. Donc, ça va être important de bien voir ça va être quoi l'effet de ces discontinuités-là sur la qualité du signal. Parce qu'effectivement, ça risque d'induire des distorsions sur la qualité du signal et également réduire la bande pensante globale du système. Donc, quand on a un signal qui est à l'origine, ici de notre système, il va parcourir différentes traces, différents éléments qu'on va retrouver, par exemple, si dans un cas de PCB, on peut avoir des vias dans lesquels le signal va être transmis, des traces qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre, etc. Donc, ce signal-là peut être plus ou moins distordu. Donc, ici, ouais, on est quand même un cas un peu extrême où on a un signal qui est introduit qui est
bon, assez bonne qualité et le signal à la sortie, ici, on a notre, avec un bitrate, dans le fond, ici, on voit que le signal, l'œil du signal, ce qu'on appelle le diagramme de l'œil, est complètement fermé. Donc, la variation statistique du signal est tellement mauvaise que, bon, on a plus de une très, très mauvaise transmission là, à ce niveau-là. Donc, comment on peut déterminer, c'est quoi un peu le workflow à l'intérieur de ANSYS HFSS pour faire des analyses d'intégrité de signal. Donc, en fait, c'est très, très simple. Il est possible de créer des modèles, des space models, donc à l'aide d'analyse harmonique. Donc, à l'aide de votre simulation 3D que vous avez fait, vous réalisé une simulation dans HFSS, une simulation standard, et vous pouvez simplement, à l'aide de, de click and drop, dans le fond, drag and drop, donc tout simplement à l'aide d'opérations visuelles, vous pouvez insérer ces modèles-là à l'intérieur de circuits. Donc, vous avez des concepts ici, donc de driver, receiver. Donc, vous définissez vos différents drivers, vous prenez votre simulation HFSS 3D que vous glissez ici dans le modèle circuit qui va vous permettre ensuite de définir différents receivers. Donc, vous connectez les différents ports entre eux et ensuite, vous avez votre receiver. Vous pouvez analyser, dans le fond, le diagramme de l'œil aussi facilement que ça. Donc, vous propagez ici des bits à l'intérieur de votre câble ici. Donc, ici, c'est une simulation d'un câble, une simulation d'un connecteur et un autre câble. Et vous allez obtenir, dans le fond, ici, la sortie, donc le signal sortie. Et comme ça, vous allez être capable de voir quelle est la dégradation dans votre modèle. C'est extrêmement visuel, donc vous n'avez pas besoin d'être expert en programmation pour pouvoir réaliser ce type de simulation-là. Donc, je vais vous montrer un peu aussi un exemple là, de comment ça se fait, comment on procède ici avec ce type de simulation. Donc, ici, c'est un exemple d'intégrité de signal avec où on veut modéliser dans le fond, un câble twisté, un câble tordu qui est très, très long. Donc, on veut modéliser un câble d'1 mètre. Donc, si on veut vraiment faire la simulation d'un câble d'1 mètre, ben, c'est un peu lourd au niveau de la simulation parce que il y a beaucoup, on va devoir générer énormément d'éléments finis afin de pouvoir réaliser cette simulation. Donc, comment on peut se sauver un peu de cette simulation-là. Donc, on va en fait simuler une partie du câble. Donc, ici, on va simuler uniquement 11 mm à l'aide de la simulation par élément fini. On va obtenir notre matrice S. Donc, ici, on a le S11. Donc, pour ce câble-là. Et par exemple, et on va tout simplement à l'aide de drag and drop operation. Donc, on va juste mettre ces simulations-là en série, une après l'autre, comme ça. Donc, tout simplement, très visuellement, on va glisser dans un éditeur circuit toutes les opérations. Donc, ici, on va 91 fois, ce modèle-là va être glissé dans notre modèle complet pour pouvoir faire un câble d'1 mètre. Et on va pouvoir faire notre simulation ensuite et obtenir les différentes la performance de notre câble d'1 mètre ici sommé, dans le fond, grâce à cette stratégie-là. Donc, sans avoir à passer par une simulation en éléments finis d'un câble d'1 mètre qui peut être très, très, très coûteuse. Donc, si on regarde un peu ce graphique-là, on voit qu'on a les mêmes comportements ici au niveau de S1. On a les câbles ici, des résonances au niveau du câble. Et qu'on a ici, on a un peu de diffusion au niveau d'un single pitch ici. Donc, c'est quand même, c'est dans le fond ici l'utilisation d'un state space model qui nous permet de, dans le fond, réduire les calculs utilisés au niveau de la simulation. Donc, ça offre beaucoup de possibilités quand on réfléchit un peu ici avant de faire des simulations. Un autre exemple ici, donc si on met, donc là on a notre câble qu'on a simulé. Donc, si on combine ça ici avec un connecteur, donc, on peut combiner notre state space model. Donc,
ici notre câble d'1 mètre qui a été simulé. On peut l'introduire ici dans une simulation un peu plus complète où on va faire des analyses de time domain reflectometry et qu'on va combiner dans une simulation d'un connecteur ici. Et qu'on va terminer d'un côté et de l'autre, on va faire notre analyse TDA ici. Donc, tout simplement, donc on peut voir ici la différence. Donc, en rouge, vous avez la simulation et en bleu, vous avez la mesure TDR en laboratoire. Donc, vous pouvez voir donc ici le type de connecteur qu'on a simulé et qu'on a dans le fond des résultats qui sont tout à fait comparables à des mesures de laboratoire à ce niveau-là, grâce à ces stratégies de simulation-là qui nous permettent de faire des simulations complexes de manière beaucoup plus rapide. D'autres types d'analyses qu'on peut s'imaginer faire avec HFSS et au niveau des connecteurs, c'est par exemple le respect de différents connecteurs par rapport à différentes normes. Par exemple, ici, la norme USB 3.1. Donc, si on veut faire, est-ce que notre connecteur répond à la norme du USB standard 3.1, par exemple? Donc, ici, on peut faire des analyses. On peut faire des analyses dans le domaine fréquentiel pour faire des analyses de paramètres ici et regarder, voir si notre insertion loss ou le transfer conversion ou le transfer loss correspondent aux différentes normes. Bon, comme vous le savez, au niveau des normes USB, c'est des normes qui se développent énormément. Donc, déjà, la 3.1, on passe de 10 à 5 gigabits par seconde. Donc, il faut que les connecteurs répondent à des normes de plus en plus strictes. Donc, on va devoir, par exemple, regarder, surtout qu'on a des connecteurs avec beaucoup de câbles à l'intérieur, on va falloir s'intéresser au crosstalk, donc à la diaphonie entre les différents guidons, les différents câbles à l'intérieur. Donc, voir l'impact sur le diagramme de l'œil, voir est-ce qu'on a toujours on répond toujours aux normes USB, par exemple. Donc, on voit, par exemple, qu'ici, au niveau des paires différentielles SSTX, pour ce type de connecteur-là, on voit qu'on ne répond pas, dans le fond. On est en dehors des normes, USB 1 ou 2. Donc, pour ce type de modèle-là, on est probablement ce qui est dû là, ici dû à un problème au niveau de l'impédance, au matching de l'impédance. Donc, il y a probablement quelque chose ici qui cause ici là, au niveau de l'impédance ici qui cause ce problème-là. Donc, ouais. Donc ici, c'est ce type d'analyse-là qui nous permet, dans le fond, d'identifier des problèmes avec ce type de connecteur-là et voir déjà en amont si les connecteurs peuvent répondre à différents types de normes. Au niveau de l'intégrité de signal, donc ça, on regarde un peu plus loin. Donc ça, c'était l'analyse TDA. Donc ici, on va par exemple transmettre 10 à la 6 pattern de bits transitoires, donc aléatoires, donc pour voir un peu comment les bits sont transmis ici dans notre circuit. Donc on peut voir que pour 480 mégabytes par seconde, donc c'est une norme USB 2. Donc ici on a un diagramme de l'œil qui est ouvert, donc tout est beau. Au niveau du bit error rate aussi, donc ici on a un battle diagramme qui répond correctement à cette norme-là. Cependant, si on augmente ici, si on regarde la SST Expert qu'on vient de regarder et qu'on travaille à 5 gigabits par seconde, donc la norme pour l'USB 3.1, on voit qu'ici le diagramme de l'œil est complètement fermé et que le bit error rate fonctionne pas dans le fond. Donc, on a un bit error rate qui est beaucoup trop élevé ici. Donc, on se retrouve donc avoir un connecteur qu'on va devoir optimiser. Donc, revoir un peu les designs ici, voir les matériaux, voir c'est quoi les problèmes au niveau de l'impédance qui peuvent expliquer
ce problème. Donc, le prochain sujet qu'on va aborder, donc, c'est tout ce qui est la partie de compatibilité et d'interférence électromagnétique. Donc, comme mentionné un peu plus tôt, donc, quand vous avez des différences au niveau de l'impédance sur une ligne de transmission. Bon, donc, si vous allez, c'est l'équivalent d'avoir un mur ou quelque chose qui va réduire votre flot. Donc, vous allez avoir une émission de radiation électromagnétique à ce niveau-là. Donc, il va falloir ici étudier comment ces connecteurs-là se comportent. Donc, ici, on a des petits des connecteurs T, là, BNC, avec des terminaisons là, à 50 ohms. Mais bon, comment ça, ces connecteurs-là se comportent? Quel est le type de radiation qu'ils émettent? Souvent, ils sont utilisés également dans des environnements qui sont très sensibles aux hautes fréquences. Donc, il faut s'assurer que ces appareils-là ne causent pas plus de problèmes. Donc, souvent, on va faire des mesures, par exemple, en chambre mécanique. C'est pas les mesures les plus simples à réaliser. Ça faut louer un temps de laboratoire, et ça prend des gens qui font les mesures, etc. Donc, tandis que, bon, la simulation ici offre beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Donc, comme j'ai déjà dit, donc, les ondes diffusées au niveau de la connexion peuvent se propager dans l'espace. Donc, il y a plusieurs normes qui existent qui vont décrire quels sont les champs maximaux à différentes distances du connecteur qui doivent être pris en correction. Donc, ici, il faut, bien sûr, souvent, il va falloir créer des boucliers autour de ces connecteurs-là. Donc, on va être capable de calculer le champ proche donné à une distance du connecteur, étudier également les différents patterns de radiation au niveau de ces champs-là. Donc, ici, vous avez un exemple de champ proche pour un connecteur à une distance de 30 cm de ce connecteur-là, donc avec le champ proche en volts par mètre. Donc, un type d'analyse qui peuvent être réalisées dans le vrai monde, mais également simulées. Donc, c'est au niveau de raison d'un bouclier autour d'un connecteur. Donc, c'est l'utilisation d'une chambre triaxiale qui permet de répondre à la norme IEC 61196-1. Donc, dans le fond, on peut valider ici la compatibilité électromagnétique en faisant varier rapidement la grandeur de chambre autour du connecteur. Étudier les champs, ici par exemple, comment ils évoluent autour de notre connecteur. Donc ici, on a notre connecteur avec une termination 50 ohms et on peut mesurer dans le fond le signal ici. Et on peut voir ici l'évolution si on réduit la taille de la chambre ici, directement au niveau du connecteur. Donc, comme vous pouvez voir, on peut effectivement faire des analyses assez rapidement. Donc, on peut utiliser nos connecteurs dans différentes conditions et recréer des conditions de laboratoire assez intéressantes rapidement. Donc, le prochain sujet, ça va être vraiment l'étude structurelle au niveau des connecteurs. Qu'est-ce qu'on a, donc, qu'est-ce qu'on peut étudier? Donc, on va s'intéresser surtout au stress et aux déformations au niveau des connecteurs. Par exemple, quand on étudie des câbles, par exemple, souvent, on va les torsader. On va torsader des paires de câbles ensemble. Quel est l'effet sur le câble? Donc, ça va induire un stress, une déformation sur le câble. Ça va induire également des déformations au niveau des diélectriques autour des conducteurs. Donc, c'est quoi l'implication sur les champs de la géométrie déformée, sur les champs électromagnétiques? On va être capable d'évaluer les impédances de ces câbles-là et des effets sur les radiations émises, exactement. Ensuite, sur ces déformations.
Les déformations de stress et les déformations également sont critiques au niveau des connecteurs. Souvent, comme ici, on a un RJ45, un connecteur standard là, que tout le monde a pour connecter son port Ethernet. Hein. Donc, ces connecteurs-là, comme vous savez, c'est des petites pins métalliques de cuivre qui se retrouvent à être continuellement aplatis lorsqu'on connecte le connecteur. Donc, il y a également des effets de stress, de contraintes, de pression qui sont exercées, des déformations qui sont exercées sur ces pièces-là. Donc, ici, on va pouvoir vraiment, au moment où on connecte le connecteur, on va pouvoir s'intéresser à l'effet que cela a. Donc, on est même capable de combiner, dans le fond, l'effet de torsadement sur les câbles à un effet de connexion ici sur les câbles. Donc, on voyait ici donc un autre connecteur qui est inséré. On voit les pins qui sont aplatis ici au niveau du connecteur. Donc, ici, on va être capable, donc, quand on switch ici, le signal, on va être capable de voir les différents effets de diaphonie, par exemple, entre les différentes traces, étudier les effets au niveau du champ proche également, comme mentionné plus tôt, et quelles sont les conséquences mécaniques sur ces paramètres-là. Donc, au niveau de couplage multiphysique, il y a énormément de possibilités. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas le sujet le plus approfondi aujourd'hui dans la discussion parce que, dans le fond, on pourrait faire une présentation uniquement sur ces sujets. Donc, il est possible, mais je pense que ici, le but, c'est de vous intéresser un peu sur le sujet et de vous inviter à discuter avec nous par la suite afin de voir quelles sont les possibilités plus approfondies. Mais sachez qu'il est possible de faire également des simulations thermiques. Donc, quand vous avez des objets connectés, des objets comme des connecteurs qui peuvent générer de la chaleur, surtout avec des connecteurs, vous avez de la haute tension, par exemple, ou des connecteurs à haute puissance. Donc, vous pouvez avoir de la chaleur, vous pouvez vouloir étudier comment cette chaleur est diffusée. Donc, ça va être intéressant de faire des études ici d'analyse thermique où on peut faire des analyses simples ou plus poussées avec des analyses de CFD, par exemple, où vous avez de la fluidique, par exemple. Au niveau structurel, on va s'intéresser à la force de connexion, au stress, à la déformation qui s'implique. On peut faire également des études de chute où vous avez des objets qui tombent et voir la résistance ici. Faire des études de fatigue également, de vibration, également de diffusion d'humidité. On pense que c'est des études ici, c'est encore plus important. Donc, au niveau des analyses, donc il y a des possibilités de faire des analyses de couplage fort au niveau de la multiphysique. Donc, c'est des trucs qui sont extrêmement poussés et intéressants. Donc, on n'est pas capable de faire des analyses thermiques où on va étudier des effets thermiques sur la structure et ainsi sur les effets électromagnétiques et vice-versa. Donc, tout ça est ensemble. Par exemple, ici, au niveau d'un connecteur où on a 15 ampères DC load, on va pouvoir étudier les pertes ohmiques. Donc ici, on va avoir une densité de courant qui va générer différentes pertes qui vont générer de la chaleur. On va pouvoir traduire ces pertes ohmiques-là en température. Avec les différentes propriétés matérielles, on va être capable d'étudier la dépendance en température, les pollutions à la température pour ces matériaux-là et étudier la dilatation thermique ici au niveau du connecteur. Bon, je mentionnais ici d'autres types de couplage fort au niveau des analyses. Donc, on pourra étudier, par exemple, les dépendances en température en fonction de l'humidité. Et donc, ça devient de plus en plus important justement quand on a dans des batteries, par exemple, ou différents types de condensateurs. Donc, ça peut devenir très, très intéressant ici de faire des études ici au niveau du stress, justement, quand on a de la présence d'humidité dans des composants qui sont sensibles à ces paramètres-là. Donc, on est capable ici d'étudier ici justement la diffusion
l'humidité en fonction du temps et d'étudier l'expansion ici de nos matériaux là, dû au réchauffement thermique. Donc, finalement, le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est vraiment les études paramétriques et d'optimisation. Je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant et d'actualité au niveau de la simulation. Et en fait, je pense que c'est vraiment c'est le gros plus que la simulation nous permet de faire. Donc, c'est quoi bon, je regarde un peu ici le matériel comment présenter l'optimisation. Donc, au niveau de l'évolution, quand on regarde un peu l'évolution, donc on avait nos chers dinosaures qui, après 150 millions d'années, ont évolué pour faire des oiseaux. Et, bon, on n'a pas 150 millions d'années pour faire l'évolution. Donc, de notre côté, les premières ailes ont été développées à la fin du siècle dernier, au bout de 100 ans, ben, on est capable d'avoir des jets supersoniques qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc, on est en une période extrêmement plus courte, on a été capable d'obtenir une évolution pratiquement plus grande que la nature, qui est presque erreur et qui prend tout le temps. Mais comment on a réussi à obtenir ça? Ben, c'est grâce à des codes d'optimisation et à des astuces mathématiques qui nous ont permis de développer ce type d'analyse. Donc, ici, un exemple avec OptiSlang, qui est l'outil de prédilection d'optimisation chez ANSYS, qui permet encore de réduire ce temps-là de développement technologique à quelques heures. Donc, on est capable ici de vraiment étudier quels sont les paramètres les plus optimaux pour une configuration donnée, pour un système donné. Donc, on va être capable de faire des analyses de sensibilité, ou d'optimisation ici, de trouver la meilleure configuration. Ici, par exemple, quand on a deux paramètres, quel est le meilleur paramètre, la meilleure combinaison de paramètres qui répond à nos besoins. Faire des études de robustesse ensuite, donc prendre ce paramètre-là et de voir à quel point, faire des études de combiner d'études d'optimisation, analyse de sensibilité, voir c'est quoi la meilleure solution à ce niveau-là, voir quel est dans le fond, si on peut définir un domaine de faisabilité, à partir duquel, OK, c'est clair qu'on pourrait avoir des solutions qui sont meilleures, mais qui sont simplement infaisables techniquement. Donc, on est capable ici de définir nos meilleurs paramètres et trouver différentes alternatives. Des fois, ce n'est pas la meilleure solution qui est la meilleure parce que pour différentes raisons, plus ou moins, qui ne sont pas mathématiques ici, on peut tout simplement trouver d'autres alternatives. Donc, ici, peut-être juste un petit mot sur OptiSlang. Donc, c'est un outil qui est, comme j'ai mentionné, un outil de prédilection chez ANSYS, qui est utilisé également avec tous les autres outils d'ANSYS. Donc, ici, vous avez, dans le fond, toute la famille des produits électromagnétiques qui est possible d'être combiné avec OptiSlang, qui permet de faire des analyses de sensibilité, de robustesse, d'optimisation. Donc, effectivement, donc on est capable de tout combiner ensemble à l'aide de Workbench, l'interface qui est de prédilection chez ANSYS pour combiner, faire des études multiphysiques. Donc, un exemple ici au niveau de l'optimisation. Donc, c'est un connecteur de puissance. Donc, ici, on a voulu optimiser ce design-là afin de réduire les pertes de voltage, d'avoir moins de force appliquée ici sur le connecteur et d'avoir une température également inférieure à 110 degrés. Là, donc, il n'y a pas de perte ohmique trop importante. Donc, comme vous voyez, on a des critères multiphysiques. Donc, on ne s'intéresse pas juste aux champs électromagnétiques à ce niveau-là. On va travailler ici au niveau des différents paramètres physiques, par contre, du connecteur lui-même, donc la taille, l'angle entre les différentes fentes qu'on peut y retrouver, l'épaisseur ici du matériel
etc. Donc, c'est quelques exemples ici, mais même on peut travailler sur les matériaux, etc. Donc, les possibilités sont énormes, mais juste vous montrer ici que dans le fond, il y a énormément de possibilités. Donc, on va pouvoir faire une étude d'optimisation basée sur l'étude de sensibilité des résultats. Et ce qui nous permet d'obtenir des variations assez rapides. Donc ici, on parle de 210 designs et 90 secondes plus tard. Donc, c'est quand même des études qui sont rapides. Donc, on voit ici une carte, dans le fond, entre le voltage et la force qui est appliquée. On a notre front de Pareto qui est ici. Donc, on est capable ici d'avoir ici nos différents designs, quelles sont les valeurs pour les différents paramètres qu'on a définis en fonction de nos critères d'optimisation, de minimisation. Donc, ici, on voit qu'on atteint notre maximum assez rapidement. Donc, c'est juste pour vous montrer ici un peu comment tout ça fonctionne. Donc, sur cet exemple-là, ça conclut la présentation. Donc, j'espère vous avoir intéressé au niveau de la simulation. Donc, j'aimerais vous inviter à participer à nos prochains événements où nous serons présents. Vous pourrez discuter directement avec nous de vive voix. Par exemple, le prochain rendez-vous qui est le rendez-vous Carnot à Lyon, au Centre des Congrès, à la Cité Centre des Congrès, les 17 et 18 novembre, où mes collègues de l'équipe 4FEM France seront présents et vous pourrez discuter directement avec eux sur tous les sujets qui vous intéressent au niveau de la simulation, dont le sujet électromagnétique. Et j'aimerais également vous inviter à participer à nos prochaines formations. Donc, on a une formation de la semaine prochaine sur les champs électromagnétiques avec Ansys pour les plus basses fréquences. Et dans 2 semaines, je vous invite également à participer à l'introduction à la simulation en chef avec Ansys HFSS. Donc, ça répond, donc, dans cette formation-là, on va vraiment s'intéresser à la simulation, justement, des champs de fréquences à l'aide d'Ansys HFSS. Et donc, vous aurez l'occasion d'apprendre comment utiliser ce logiciel-là. Donc, j'espère vous avoir intéressé à la simulation des hautes fréquences et des connecteurs avec Ansys HFSS. Donc, merci pour votre attention. Donc, je vais prendre les questions. Juste donnez-moi 2 secondes que le temps que j'aille voir les différentes questions qui apparaissent dans le Q&A. Donc, peut-être une question qui vient d'être posée ici sur, bon, j'ai parlé beaucoup d'OptiSlang, et quels sont les avantages d'OptiSlang versus Optimetrix? En fond, c'est une question quand même assez légitime au niveau d'Ansys et des produits électroniques desktop, parce que vous avez déjà un optimiseur qui vient avec Ansys Electronic Desktop qui s'appelle Ansys Optimetrix, qui peut faire des analyses de statistiques, des analyses également d'optimisation, de robustesse, etc. L'avantage d'OptiSlang, bien sûr, c'est un outil qui est multidisciplinaire, donc qui couvre tous les produits Ansys. Donc, vous allez pouvoir faire des analyses sur l'ensemble des produits, mais également faire des analyses basées sur des analyses statistiques. Donc, vous n'avez pas besoin de nécessairement redevoir simuler tout le modèle ici, comme dans le cas qu'on montré ici. Donc, il y a énormément d'outils statistiques qui sont mis à votre disposition avec cet optimisateur-là. Ça vaut vraiment la peine de discuter avec nous comment OptiSlang pourra répondre à vos besoins. Je crois que ça reste un outil qui est de pointe et qui vaut la peine d'être utilisé. Donc, d'ailleurs, avec les dernières versions, avec la version 2021 R2. Donc, OptiSlang est maintenant plus accessible là, au niveau d'Ansys Electronic Desktop. Donc, c'est quelque chose qui est justement qui est facilité. Une autre question ici. On reste un peu dans le même sujet au niveau de la multiphysique. Bon, j'ai vu que que Mechanical était maintenant disponible dans HFSS ou dans Electronic Desktop. Est-ce qu'on a toujours besoin de passer par Workbench? Bon, OK. Donc,
La question, en fait, c'est depuis 2 versions d'Ansys Electronic Desktop, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui ont été intégrées. Donc, comme Ansys Mechanical, vous avez maintenant la possibilité de faire des calculs harmoniques, des calculs de mode, des calculs également de thermique, mechanical thermique, directement dans Ansys Electronic Desktop sans devoir passer par Workbench. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nos utilisateurs d'Electronic Desktop, ben, c'est l'interface qu'ils apprennent, qui est une interface qui est un peu différente, on s'en fout, c'est l'avouer, de Mechanical. Donc, afin de simplifier la vie à tout le monde, je pense que c'est bien d'avoir introduit ces éléments-là directement dans Ansys Electronic Desktop. Donc, vous avez également Icepack qui est disponible maintenant directement dans Ansys Electronic Desktop, Mechanical avec des fonctions de base, mais qui s'améliore de version en version. À ce niveau-là, donc une intégration là, progressive, mais quand même assez intéressante là, au niveau des produits Electronic Desktop. Oui. Donc, vous avez également beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous là, sans devoir apprendre un autre logiciel là, pour effectuer la simulation multiphysique là, dans Ansys Electronic Desktop. Une autre question. On parle de HFSS, quand on parle de haute fréquence, quelle est la fréquence, c'est quoi une haute fréquence? Pouvez-vous définir haute fréquence? OK. Bon, c'est quoi là ici là, au niveau, quand on parle de haute fréquence, donc vous avez différents produits chez Ansys qui s'adressent à différents types de domaines fréquentiels. Donc, HFSS est spécialisé dans ce qu'on appelle les hautes fréquences. Donc, sachez qu'il n'y a pas de coupure nette entre les produits basse fréquence et haute fréquence. Vous ne pouvez pas dire qu'à partir de 10 MHz, vous devez utiliser HFSS et en dessous, vous devez utiliser Maxwell. C'est pas aussi clair que ça. Donc, chaque problème doit être un peu analysé ici. Également, chaque outil offre des différentes fonctionnalités qui sont plus ou moins adaptées au domaine. Donc, dans le fond, quand vous utilisez HFSS, vous avez accès à toutes sortes de paramètres pour faire des études d'interférence et de compatibilité électromagnétique. Quand vous allez avec Maxwell, bon, vous avez plus des outils orientés moteur. Donc, il faut penser un peu, c'est quoi le problème que vous analysez, qu'est-ce que vous voulez analyser, quels sont les champs que vous voulez analyser, quelle est la longueur d'onde de votre système, parce que dans le fond, vous devez résoudre votre problème avec HFSS, c'est un full wave, donc si vous devez résoudre, normalement, vous dites que le modèle doit être au moins lambda sur 4. Donc, si vous travaillez au régime de kilohertz, bon, ben, c'est peut-être pas le logiciel le plus adapté. Quoique, en ce moment, il y a des nouvelles fonctionnalités comme dans la 2021 R2 qui inclut une meilleure compatibilité justement aux basses fréquences. Mais règle générale, on parle autour d'une dizaine de mégahertz. C'est à peu près là qu'on regarde là, en deçà, il faudrait surtout penser utiliser Maxwell. Plus haut, on pensait utiliser HFSS. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est de regarder quel type d'application vous faites. Et c'est ça qui va déterminer quel logiciel vous voulez utiliser. Donc, aujourd'hui, on a parlé de connecteurs. Donc, les connecteurs, généralement, on travaille avec des signaux qui sont quand même haute fréquence. Et on n'a pas à travailler justement avec des courants continus là, à basse fréquence. Là.